La transition énergétique, elle ne se passe pas uniquement en France, elle est déjà bien engagée dans le monde entier. Pour vous donner un petit indicateur, en 2013, en capacité électrique nouvelle dans le monde, il y a eu 200 gigawatts installés et 120 gigawatts parmi ces 200 étaient des énergies renouvelables. En gros, un tiers hydraulique, un tiers éolien et un tiers solaire photovoltaïque. Donc il y a vraiment une dynamique qui est lancée et qui se traduit par des investissements dans le monde qui sont de l'ordre de 250 milliards de dollars par an et qui sont régulièrement donc en augmentation. Alors chez nous, où en est-on? Donc on a rappelé, on a pour le moment des objectifs donc, de 23% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020. Donc ça, c'est des objectifs qui ont été fixés dans la loi Grenelle. Et l'extrapolation que nous faisons, on devrait être entre 17 et 18% d'énergie renouvelable. Toute énergie confondue, hein, pas uniquement sur l'électricité. Côté électricité, l'année dernière, donc, la part des énergies renouvelables a atteint 19,5%, donc suivant le bilan qui a été fait par RTE. Et on devrait normalement, en 2020, donc suivant les objectifs, atteindre 27%. Donc, apparemment, donc, on est quand même sur une tendance qui est pas mauvaise. Maintenant, le 19,5%, sachant qu'on vient de 11 ou 12% donc, au début des années 2010, il faut le ramener à une année un peu plus standard. Donc l'année dernière, on a eu une consommation très faible du fait des conditions météorologiques qui étaient particulièrement favorables, et on avait de plus une très bonne hydraulicité, ce qui a fait que l'hydraulique a beaucoup produit. Mais donc, sur les tendances, vous avez dans le dossier les chiffres d'installation qui ont été réalisés ces dernières années, donc qui sont issus d'une publication que nous faisons maintenant tous les 6 mois avec RTE et ERDF. Et donc je pense que sur l'électricité, on devrait atteindre 23 ou 24% donc, en 2020, on ne sera pas trop loin de l'objectif qui a été assigné donc, par le Grenelle de l'environnement. C'est par contre sur la production de chaleur et sur les transports que l'on aura probablement le plus de retard. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est toujours de savoir ces énergies que l'on appelle intermittentes, que je préfère appeler variables, et d'ailleurs je pense que RTE maintenant a adopté ce vocable. Comment est-ce qu'on peut les intégrer donc, dans le réseau, dans le système électrique? On a un objectif donc, qui est de 19 000 MW d'éolien terrestre, plus 6 000 MW d'éolien en mer. 5400 MW de solaire photovoltaïque, donc ça c'est les objectifs à l'horizon 2020, et ce sont donc des énergies qui ne sont pas recommandables. Donc le solaire produit quand il y a du soleil, pas nécessairement quand il y a de la consommation. Maintenant il y a quand même une bonne simultanéité entre la consommation et la production, et l'éolien il produit quand il y a du vent. Alors comment est-ce que tout cela peut être intégré dans le système électrique? Il y a d'abord la question du raccordement au réseau basse tension. C'est une multiplicité de petites installations, il y en a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'installations, avec le photovoltaïque qui peut être des toutes petites installations de quelques kilowatts, jusqu'à des installations donc, de plusieurs mégawatts. Lorsqu'on passe au-dessus des 12 mégawatts, cette fois-ci on se raccorde sur le réseau RTE. Et donc le réseau basse tension devient maintenant donc un collecteur d'énergie, et donc il y a tout
un travail d'adaptation de ce réseau qui a été entamé, et notamment dans le cadre des schémas de développement du réseau électrique, donc qui a été prévu par la loi Grenelle 2. Donc ça c'est un premier aspect. Maintenant il y a l'intégration donc dans le réseau de ces énergies dites fatales qui ne sont pas nécessairement corrélées donc avec la consommation. Et donc on introduit dans le système électrique un aléa, puisque ces énergies peuvent varier. Il faut quand même rappeler que dans le système électrique, il y a déjà des aléas qui sont liés à la consommation, qui sont liés à la consommation, mais qui peuvent aussi être liés à des pannes subites de groupes de production. Ça peut aller jusqu'à 1500 MW en une fois. Ça peut être lié donc à des erreurs de prévision météorologique. Pour rappel, 1 degré d'écart dans les prévisions en hiver, ça correspond à une consommation de 2300 MW. Donc il y a déjà des aléas, et qui sont aujourd'hui, avec le niveau de pénétration des énergies renouvelables, ces aléas sont supérieurs aux aléas introduits par ces énergies variables, et de plus ces aléas ne s'additionnent pas. Donc ça c'est un premier volet, et pour faire face à cet aléa nouveau, RTE donc a développé un système de prévision qui s'appelle IPES, donc insertion de la production éolienne et photovoltaïque sur le système, qui permet de prévoir 24 heures à l'avance avec un degré de précision qui est de plus en plus grand au fur et à mesure que le système fonctionne, qui permet de prévoir donc ces variations et donc d'adapter le système électrique donc à ces variations. Alors, jusqu'à l'horizon 2020, le système électrique tel qu'il est conçu aujourd'hui, avec les objectifs que j'ai rappelés tout à l'heure sur le développement des renouvelables, il est parfaitement capable de digérer cette variabilité. Donc c'est 25 000 MW d'éolien et c'est 5 000 MW de solaire photovoltaïque. Maintenant, la question, c'est au-delà de 2020. On l'a rappelé tout à l'heure, on a dans la loi en préparation un objectif donc de 30% d'énergie renouvelable dans l'ensemble du système énergétique, et qui se décline en 40% pour le système électrique. Dans ces 40%, il y aura à peu près la moitié qui seront des énergies tout à fait programmables, donc essentiellement l'hydraulique, mais également de l'électricité d'origine biomasse, bois énergie ou méthanisation. Et il y aura donc la moitié, donc 20%, qui seront des énergies variables, donc essentiellement de l'éolien pour la grande majorité, mais également du solaire photovoltaïque et probablement quelques productions d'énergie marine du type hydrolienne. Alors comment est-ce que tout cela, avec 20% de taux de pénétration d'énergie variable dans le système, comment est-ce que ça va pouvoir intégrer? Donc il y a plusieurs modes pour adapter donc, le système électrique. Il y a d'abord le développement des interconnexions. Interconnexion au niveau régional, pour pouvoir mutualiser donc, les effets donc, de la variabilité sur l'ensemble du système électrique, mais également interconnexion au niveau de la plaque européenne, cette fois-ci donc entre pays. Donc ça c'est une première chose. Il y a la gestion de la demande de pointe, ce qu'on intègre dans ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux intelligents, qui va, pour certaines consommations, permettre de déplacer les consommations de pointe
au moment donc, où il y a le plus de production. Il y a la flexibilité des autres moyens de production. Donc plus il y a des variations rapides donc, dans les productions énergie renouvelables, et plus on a besoin d'avoir des compléments flexibles. Alors, le mode de flexibilité le plus important, c'est l'hydraulique de barrage. C'est celle qui permet de répondre le plus rapidement à des variations. On a ensuite tout ce qui est cycle combiné gaz, qui offrent également une très grande souplesse. À côté de ça, le nucléaire et le charbon ont une vitesse de variation qui est beaucoup plus lente. Ensuite, on a le stockage de l'électricité. On a aujourd'hui, dans le système électrique français, déjà une très grande capacité de stockage. Donc on a ce qu'on appelle les STEP, donc les stations de transfert d'énergie par pompage hydraulique. On a 4,3 gigawatts dans le système électrique français de stockage d'électricité avec cette extrêmement grande souplesse. Et donc, à l'horizon 2030, quand on regarde les scénarios RTE, enfin, le scénario qu'ils appellent le mix diversifié et qui répond donc à la commande politique donc de 50% de nucléaire, 40% d'énergie renouvelable, on s'aperçoit qu'il va falloir augmenter la capacité de ces STEP, de les faire passer de 4,3 gigawatts à 6,3. Et alors là, je me place à la place des grands énergéticiens. Il y a apparemment donc encore un potentiel donc, de développement des STEP en France qui est bien au-delà des 6,3 gigawatts. Le scénario ADEME qui s'intitulait dans l'étude telle qu'elle a été lancée donc il y a un peu plus d'un an, vers un mix électrique 100% renouvelable en 2050, pour dire que c'est un exercice purement scientifique qui a été lancé. Pour résumer, donc, il est clair qu'on aura besoin de disposer donc essentiellement d'éolien terrestre et de solaire photovoltaïque qui vont faire à peu près les 3/4 de la production, et à des coûts donc, qui sont envisagés à l'horizon 2050, hein, qui sont des coûts qui sont de l'ordre de 60 à 80 euros du mégawattheure. Mais encore une fois, c'est une vision, il faudra confronter ça à la réalité. On aura besoin de stockage de l'énergie. Alors du stockage, on en aura besoin sur du stockage de très court terme, de quelques heures, de façon à pouvoir par exemple déplacer des consommations de la journée vers la soirée ou l'inverse. On aura besoin de développer encore plus les STEP. Ça, c'est un stockage de quelques semaines. Et on aura probablement également besoin, mais là, c'est vraiment très prospectif, de stockage de type intersaisonnier. Et pour le moment, le seul type de stockage intersaisonnier qui peut être envisagé, c'est ce qu'on appelle le power to gas. Donc c'est l'idée de produire de l'hydrogène à partir de l'électricité lorsqu'elle est excédentaire, et de stocker cet hydrogène soit directement sous forme d'hydrogène dans le réseau de gaz, soit sous forme de CH4, donc en l'additionnant à du CO2 et en faisant donc ce qu'on appelle de la méthanation, ce qui permet donc d'avoir à ce moment-là du méthane strictement identique à celui qu'on a dans le réseau de gaz. Sachant que le réseau de gaz a une capacité, à l'inverse du réseau d'électricité, a une capacité de stockage en lui-même qui correspond à 30% de la consommation annuelle. Donc voilà ce que je pouvais dire en introduction, et bon, je pense qu'on peut essayer de procéder à des échanges questions-réponses.